Nous sommes sur les ondes de Radio CHU, dans l'émission L'invité de Radio CHU, et j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que nous connaissons bien et qui est venu dans notre studio pour parler de son dernier livre, Jeux, Sept et Meurtres en pays landais. Bonjour Martine Lafont-Bayou et merci de votre présence. Merci à vous pour cette invitation. Je suis toujours ravie d'être sur cette radio. Et puis vous êtes quelqu'un qu'on adore interviewer. Et moi j'adore être reçue, donc c'est parfait. Alors c'est bon des deux côtés. Je précise, pour les rares auditeurs qui ne vous connaissent pas, qu'après quelques romans, vous avez écrit une suite de 3 livres dont l'action se passe dans le Bordeaux du XVIIIe siècle. Entre parenthèses, j'aimerais bien le 4e tome pour boucler l'histoire. Ah oui, on me le demande, c'est Je vrai. pense, parce qu'on est resté sur des points de suspension. Bien sûr, et il y aurait potentiellement, bien sûr, enfin je l'ai en tête, la suite. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Il n'y a plus qu'à l'écrire, mais bon, il faut que l'éditeur suive, il faut que le public se manifeste, enfin le lectorat se manifeste. Voilà, donc là, bon, on me demande un roman contemporain, donc voilà, donc j'ai écrit un roman contemporain, un polar contemporain, dont nous allons parler, j'ai l'impression. Ah ben, c'est tout à fait mais c'est vrai que la suite des Timothée Monclera, pourquoi parce pas. qu'on voudrait suivre Timothée. Mais oui. Entre parenthèses, oui, je voulais un 4e tome pour boucler l'histoire. Cette fois-ci, il s'agit d'une toute autre ville. Plutôt une station balnéaire très célèbre, Osgore. Oui, c'est vrai. Je sais que vous avez pas mal déménagé dans votre vie, mais vous avez fait escale à Osgore pour le connaître aussi bien. Oui, oui, bien sûr. Je suis arrivée à Hossegor en 2000, je crois, à peu près. Et j'en suis partie en 2008. Vous aviez le temps d'avoir fait le tour. 2010, je suis arrivée à Bordeaux en 2010. Mais pendant toutes ces années, donc j'ai vraiment bien connu Hossegor pour y avoir travaillé et pour m'être occupée de la communication de la ville. Ah oui. Donc c'est un territoire que je connais très bien. Ben, visiblement, vous le connaissez et bien. Et que j'aime beaucoup. Dans les petits recoins. Oh, l'hiver, ça doit être un peu triste. Il y a un mois de janvier qui est un mois de janvier-février qui est un peu plus terne, on va dire, mais c'est tellement beau que... Et puis au contraire, ceux qui vivent là à l'année sont très heureux d'être tout seuls avec ce paysage extraordinaire, rien que pour eux. Et puis quand même aussi l'architecture qui est très particulière. Et c'est une ville bâtie dans les arbres, donc c'est vraiment magnifique. Et puis toutes les villas qui sont autour du parc sont absolument sublimes. Voilà, ce style basque-hollandais qui est très très particulier. C'est vraiment l'élégance et la richesse, on peut dire, discrète, pas ostentatoire. Enfin, ça l'était en 2010 encore. Il paraît que ça a tendance un peu à changer. Je sais pas, et oui, parce que c'est un tel paradis que dès qu'on a un peu de moyens, on essaie d'aller vers ces endroits-là qui sont très préservés. Mais vous parlez de Sorts à un moment donné. Sorts, c'est à côté. C'est-à-dire qu'au début, il y avait Sorts, le village de Sorts qui est un petit peu dans les terres, mais très très peu, à 3 kilomètres près. Et puis Hossegor qui était vraiment le lac d'Hossegor. Et puis ensuite, Hossegor, au niveau notoriété, a pris le pas sur Sorts. Mais en fait, c'est une seule et même commune. La commune s'appelle Sorts-Hossegor. Alors, je vais quand même nommer votre livre, mais je l'ai nommé tout à l'heure, je crois. Je vais le rappeler. Jeux, Sept et Meurtres en pays landais. Jeux, Sept et Meurtres en pays landais. Donc, Osgore, c'est tout à fait le pays landais. Oui. Votre livre est une sorte de roman policier. D'ailleurs, le titre l'indique un peu. Mais sans en être un. Car, et c'est là la nuance, certes, il y a la recherche d'un ou de plusieurs coupables, mais j'ai particulièrement retenu l'étude psychologique des 2 policiers. Alors, ça me fait plaisir parce que, pour moi, l'intérêt d'écrire, c'est surtout d'étudier les êtres humains, c'est de s'approcher et d'essayer de faire percevoir au lecteur que dans chaque personnage, il y a une vraie personne, même si ce sont des personnages fictifs. Donc, le fait que vous me disiez ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, j'essaie de creuser un peu, de leur donner de la chair, du corps. Ah, vous les avez vraiment? Parce qu'en fait, finalement, le coupable, on s'en fiche un peu. On est on suit leur équipe, leur recherche et la façon dont ils manœuvrent ensemble. C'est très net. C'est un peu les Maigret. Voilà. Enfin, j'essaie de m'approcher de ce grand maître. Donc c'est volontairement de votre part. Mais oui. Enfin, un auteur essaie quand même d'être volontaire dans sa démarche. J'espère ne pas faire le livre par accident. Quand même. J'ai entendu des auteurs me répondre, moi c'est pas moi qui décide, ce sont mes personnages. Ah oui, non, mais moi je travaille à l'inverse. Enfin, vous qui me connaissez, je cadre bien avant de partir, sinon. Vous saviez, vous alliez. Bah oui, parce que sinon je me perds et c'est fini. Alors est-ce que vous pourrez nous parler un peu de chacun de ces 2 policiers?
Alors, ces deux policiers, ça vous rappelle certainement les Timothée Monclera, où j'ai essayé aussi de faire une équipe, parce que une personne toute seule a moins d'intérêt, enfin, à mon avis, qu'une personne qui se met avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes pour faire quelque chose. Donc, en fait, le noir et le blanc, au départ, c'est un peu ça, c'est-à-dire le major Leliège, c'est quelqu'un d'assez lisse, qui est très sympathique, qui est d'une humeur égale, policé. Pour un gendarme, c'est le moins qu'on puisse faire. Et d'un milieu bourgeois, aisé, tout ça, puis qui finalement n'a pas trop bien réussi, puisqu'il n'est que gendarme. Alors que l'autre, le capitaine Dubroc, lui, qui a beaucoup plus de relief, un mauvais caractère, plus indépendant et assez torturé, on va dire, qui est célibataire aussi, avait besoin justement de... C'est un peu l'histoire du clown blanc et puis du clown... C'est un peu voilà, ça. L'un cherche l'autre. L'un cherche l'autre, ils se répondent, ils ont besoin l'un de l'autre. On a besoin d'un côté inverse à nous, pour nous... Donc vous ne vous êtes pas laissé guider par eux, c'est vous qui les avez guidés. Ah oui. Mes personnages, je les tiens... Je sais où je vais, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, de toute façon, pour moi c'est clair, je sais où je vais. Donc... Eh bien, nous allons écouter quelques notes de musique pour changer de... Et nous n'allons pas écouter de la musique landaise, je vous préviens. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager. Nous avons écouté, j'espère que vous l'avez reconnu, Imagine de John Lennon. Nous sommes toujours dans Radio CHU avec Martine Lafont-Bayou qui nous parle de son dernier livre, il y en aura d'autres j'espère, et où il s'agit d'une enquête à propos dans une ville qui s'appelle Osgore. Oui. Alors vous qui connaissez Osgore, vous devriez connaître la rue des Cygnates. Voilà, alors j'avais déjà écrit un petit texte à propos de la rue donc des Cygnates, mais je me suis dit c'est marrant de mettre un petit rappel sur ce mot qu'on ne connaît pas. Or mon personnage, sans dévoiler tous ses traits de caractère, mais le Liège lui est très attiré par tout ce qui est faune et flore, donc il ne peut pas passer à côté de cette rue, surtout que c'est une rue qui est juste derrière la place des Landais. Donc toutes les personnes qui vont sur la place des Landais ne peuvent que voir ce panneau et s'interroger, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là, quoi. Moi, j'ai regardé sur le dictionnaire carrément. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le roman ne se passe pas qu'à Hossegor, il se passe aussi à Seignos, à Cabreton, à Souston, et puis à Dax, et aussi à Bordeaux, Primrose, au tennis de Primrose. Ah oui, mais c'est une allusion. Oui, mais c'est important parce que la base, puis c'est un club extraordinaire, donc voilà. dont vous avez fait partie? Non, pas Primrose. Non. Pas Primrose. Non, pas Primrose. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Cygnates? Alors, c'est un hippocampe droit. C'est-à-dire, il n'a pas cette espèce de tortillon, la queue qui tourne comme ça. Il se nourrit de plancton. Et voilà, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette rue, parce que c'est très particulier comme bestiole. Oui, ça, on n'oublie pas le nom de la rue où on habite. Non. Elle est très courte, une petite. Et où est-ce qu'on trouve ces animaux bizarres? Ah là, mais vous me posez des questions terribles sur la pêche. Le chipiron, je connais, mais alors j'ai jamais pêché le cygnate, jamais. Parce que ça se mange? Je ne sais pas, je ne crois pas, non. Parce que sur le dictionnaire où je l'ai lu, on dit qu'il y en a spécialement dans le lac d'Osgore. Ah vous voyez, donc non mais voilà, c'est pour ça certainement qu'il y a ce panneau. Non, je ne sais pas tout quand même sur Osgore. La communication. Hein. Vous êtes joueuse de tennis. Oui. Parce que vous n'avez pas... Oui, mais quand on a été, on est. Ouais. Et vous n'avez pas dû apprendre la terminologie. Du tennis? Oui. Quand même, un petit peu quand même. Il y a quand même des coups que vous connaissiez et que vous n'avez pas oubliés. Ah oui, bien sûr. Alors, page 95, ce n'est plus le tennis, mais c'est une très belle description de ce qu'est l'amitié entre les deux hommes. Est-ce que vous permettez que je le lise? Mais volontiers, oui. Alors, il s'agit de Dubroc qui rentre pour aller sauver son ami, dont je ne sais plus le prénom. Sa tête lui paraissait prête à éclater. Ses cheveux brûlaient probablement, mais il cherchait surtout le major. Il ne renoncerait pas. Il ramènerait cet homme irremplaçable, sans lequel il ne pourrait plus jamais travailler. Ou bien il mourra avec lui, ce compagnon de tous les dangers qui ne reculait jamais devant les obstacles et qui acceptait les risques que lui, Dubroc, lui faisait prendre. Le Liège croyait en lui et ça n'avait pas de prix. Ou plutôt si,
C'était le prix de l'amitié, la vraie. Celle qui ne se nomme pas. Celle qui se passe de blabla, qui se contente d'impressions, de projets, de souvenirs. Celle qui n'autorise rien, mais qui pardonne tout. Ouais. Alors je pense, vous avez raison de souligner ce passage, parce qu'en fait, l'amitié, souvent on dit, ça c'est mon meilleur ami, ou ça c'est ma meilleure amie. Mais ça ne se nomme pas vraiment, en fait. Parce que parfois, vous avez quelqu'un qui vous suit toute votre vie, qui est un peu dans l'ombre, mais en fait, au bout d'un certain temps, vous vous apercevez que cette personne est une personne clé. Oui. Et c'est ça, un ami. Qu'elle participe à votre vie à des moments où vous ne vous en rendez pas compte. Exactement. Donc, le mot, pour une fois, je dis que le mot ami n'est parfois pas nécessaire. Là, en l'occurrence... Là, il s'en rend compte, il prend conscience de l'importance de le liège au moment où le liège va mourir, en fait. Absolument. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que la description était très parlante. Ah, c'est bien. À chaque cadavre, le même procédé. Les cheveux coupés, donc elles avaient les cheveux longs. Oui, toutes. Des coups pour certaines avec leurs ongles abîmés. Et enfin, le corps enveloppé dans une bâche. Voilà. Bâche qui a été découpée. Ils vont donc chercher le fil qui les a étranglés, puisqu'elles ont été étranglées. Et d'où vient la bâche qui a été découpée? Tout à fait. Alors, enquête auprès de... On va pas dire, parce que ça donne trop de pistes. On peut dire un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas trop. Enquête, si on dit auprès de qui ils mènent l'enquête pour la bâche, on dévoile la provenance et c'est pas possible. Ils enquêtent auprès de pêcheurs. Alors oui, donc ils vont aller pêcher parce qu'ils ont une proposition pour aller pêcher. Donc ça c'est bien. En plus je me suis servi d'un souvenir que j'ai avec un ancien maire d'Hossegor qui s'appelait Jean-Claude Weber et qui m'avait emmené pêcher le chipiron donc devant le port à la Turlute, devant le port de Cabreton. Et donc, je me suis servi de ce souvenir. Et surtout, j'avais trouvé extraordinaire, il avait été très prévenant, c'est qu'il m'avait pris des chocolatines et puis des cachets pour le mal de mer. Parce qu'effectivement, quand le bateau s'arrête, c'est qu'une petite embarcation, ça monte, ça descend. Et donc, je me suis servi de ça pour cette partie de pêche avec le liège et du broc. Et je l'ai relu là avant de venir pour me remettre dans le livre. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui m'était arrivé. Mais Dubroc, lui, il n'apprécie pas du tout. Ah lui, lui, c'est pas son truc. Lui, c'est pas son truc. Lui. Le liège, c'est pas son truc, la pêche. Dubroc, lui, il est heureux comme tout. Il se prend tout à coup pour un grand pêcheur de baleines. Voilà. Alors, avant de dévoiler la fin que nous ne dévoilerons pas, nous allons écouter un peu de musique. Et cette fois-ci, nous allons partir avec un autre groupe, mais de la même époque. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager. Nous avons entendu Jude par les Beatles. Nous sommes toujours sur Radio CHU dans l'émission L'invité de Radio CHU en compagnie de Martine Lafont-Bayou. Il y a quelque chose qui semble un peu bizarre tout de même. On parle d'un timbre. Bon, très bien. On en parle de temps en temps. Oui. Bon. Mais c'est pas vraiment le sujet du livre. Ah non, pas du tout. Alors qui donnera la solution. Oui. Oui, absolument. Enfin, c'est grâce au timbre. J'aime bien, vous avez lu tous mes livres. Dans chacun de mes livres, il y a comme ça un fil rouge. Et c'est ce fil rouge qui est très ténu, finalement, qui me sert à suivre cette histoire. Et sans cette quête du timbre, jamais Dubroc ne serait venu à Hossegor, jamais il n'aurait rencontré Sibylle, et jamais il n'aurait élucidé ses affaires. Parce que là, grâce à ce timbre, il est arrivé au bon endroit. Alors c'est une réflexion qu'on m'a faite. On m'a dit il tombe au bon endroit. Eh bien oui. Lavardin aussi, il tombe toujours au bon endroit. Donc il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Là, c'est vous qui avez préparé la chose. C'est moi qui fais ce que je veux. Alors il y a un passage très intéressant dans le déjeuner entre le père et le fils. Ah, je suis contente que vous parliez de ça. Alors il lui parle bien entendu du timbre. Mais alors il lui parle aussi, le père, de l'ancien temps. Oui. Des joueurs d'autrefois. Là, on s'y retrouve, excusez-moi, des cordages de raquettes. Et cela va devenir une piste à explorer. Car qui travaille à corder les raquettes et avec quel fil? Là, vous êtes en plein dedans. Voilà. Je ne dis rien de plus. Non, parce que ça vient quand même... ça fait partie de l'énigme, ça fait partie de l'enquête. L'enquête, elle se déroule quand je fais mon plan, je la déroule comme ça, quoi. J'essaie de mettre des indices au fur et à mesure Il y a le fil de pêche, il y a la bâche, il y a les raquettes. C'est très léger. Hein. Voilà, il y a tout ça. Et oui, mais
Le lecteur, lui, c'est une bête sensible. Et il prend tout ce qu'on lui donne. Parce qu'il mouline pendant sa lecture. Donc il réfléchit à ce qui peut bien se passer. Enfin, j'espère que c'est ce que vous avez fait. Non, je suis une mauvaise lectrice. Vous n'avez pas mouliné. Non. Et oui, forcément, pour la pêche au filet, on ne mouline pas. Voilà. Mais c'est très important, tous ces petits indices. Alors, c'est vrai que c'est une enquête quand même, ça il faut bien le dire. C'est plus un roman d'intrigue qu'un roman de sang. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sang, enfin il y a du sang. Il y a du sang parce que c'est obligé, mais je ne m'étends pas sur ce... Il n'y a pas de flaque de sang. Non, il n'y a pas de flaque de sang. D'abord, elles sont étranglées. En plus. Mais bon, je ne m'appesantis pas là-dessus, c'est pas mon domaine de prédilection. Je préfère m'intéresser aux personnages et puis voilà, semer des petites réflexions comme par exemple celle à propos du héros. Pour moi, c'était important de montrer ce que c'était un héros, de faire la différence entre quelqu'un qui va sauver quelqu'un par instinct, comme ça, en réagissant immédiat, ou alors quelqu'un qui réfléchit et qui se lance. C'est pas du tout pareil. Du tout. Donc ça m'intéresse. Et puis j'aime bien le mauvais caractère de Dubroc. Parce qu'il se permet tout. Alors, en plus du cordage des raquettes, qu'est-ce qui peut se balader impunément sans qu'on le remarque ? Ça va être aussi un surfeur. Oui, ça va être aussi une recherche. Oui, voilà. On dure un petit peu sur la recherche. Oui. Bah oui, parce qu'il y a plusieurs personnages qui pourraient être coupables. Totalement. Et puis, ils pourraient être coupables tous ensemble. C'est un peu Agatha Christie aussi. Donc les 10 fameux vous petits... comparez à Agatha Christie, non, bravo mais Martine. J'ai des sources d'inspiration qui sont immenses, puisque la littérature, j'ai beaucoup lu quand même de polar. Donc il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Après, je ne m'estime pas du tout du niveau d'Agatha Christie ou de Simenon, ou qui sont vraiment des grands maîtres. Tout à fait différentes en plus. Des maîtres. Mais voilà, ce sont des sources d'inspiration quand même. Donc ils vont se mettre à chercher le fil. Qui n'est pas du fil d'ailleurs. La bâche. La bâche. Et l'assassin. Et le conducteur de ce fameuse voiture. Ouais. Alors sur la couverture de votre livre, il n'y a rien d'écrit. Pas roman, pas policier. Est-ce que c'est volontaire de votre part ? Alors moi je ne m'occupe pas des couvertures, c'est l'éditeur qui s'en occupe. Donc ça m'échappe complètement. Pas votre mot à dire ? Oh non, parce que ça fait partie d'une collection. Donc nous sommes nombreux à écrire pour Sud-Ouest Noir. On n'a pas dit que c'était les éditions Sud-Ouest. Excusez-moi. Voilà, oui, c'est des éditions Sud-Ouest Noir. Donc avant les Timothée Moncléra, c'était Sud-Ouest Mystère, mais c'était toujours les éditions Sud-Ouest. Donc on n'est pas maître de nos couvertures, hein. Chacun. Même pas l'image ? Bon, on nous propose, mais. Non, en fait, c'est l'éditeur qui décide. Hein. C'est bien souvent comme ça, vous savez. Oui. Oui, parce qu'il y a des les graphistes particuliers. Il y a des obligations qui nous échappent. Donc, par exemple. C'est-à-dire que comme on fait partie d'une collection, si je choisis une photo et puis que mon collègue en choisit une qui y ressemble, vous voyez, ça serait pas terrible. Enfin, donc, là, c'est quand même eux ont la clair. maîtrise de tout. Là, il y a la balle de tennis. Oui, elle est bien cette couverture. Elle est très bien d'ailleurs, Ouais, entre parenthèses. ouais, très bien. Donc on voit que c'est un polar puisque c'est du rouge et du noir. Ça, c'est vraiment le code. Et puis de toute façon, code. je sais. Et meurtre, voilà. Alors en fait, le titre, j'avais pas choisi ça, j'avais choisi Banana Shot. Parce que comme vous le disiez, il y a quand même pas mal de techniques sur le plan de tennis. On n'a pas parlé de ça, mais mes deux gendarmes s'entraînent avec un coach. Et justement, quelle était la raison pour laquelle vous avez mis le match de tennis ? Parce qu'il a une raison d'être, ce match de tennis. Toujours pour cette étude psychologique des personnages, de savoir comment ils vont réagir, parce qu'en fait le sport, moi j'ai beaucoup pratiqué, puis je continue à faire du sport quand même, et donc je sais bien que le sport est formateur, il vous forme un mental, et puis et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que votre propre caractère se perçoit dans votre jeu ou dans votre manière de courir, pour tout. Et de prendre le jeu comme il est. Alors voilà, il y a aussi, Alors il y a aussi une philosophie. Aussi. D'ailleurs, je fais parler mes deux gendarmes. Et chacun a une vision différente du sport. Complètement. Bien, je suis désolée que nous arrivions à la fin. J'étais en votre compagnie, Martine Lafont-Bayou, et vous avez donné quelques éclaircissements sur des questions que je n'avais pas posées. Donc l'auditeur sera content. Merci de votre présence et peut-être à bientôt pour le 4e volet de Bordeaux. Merci à vous et puis pourquoi pas, avec plaisir.